En garde. Prêt? Allez. C'est parti pour Parade Mentale, une mini-série spéciale du podcast Obsession Progression, dans laquelle on va parler spécifiquement du mental en escrime avec un coach expert de la discipline. Pour vous apporter des exemples croustillants de terrain et proposer des méthodes sur la préparation mentale en épée, au sabre ou encore au fleuret, j'ai choisi de faire appel à Ambroise Berthaud, maître d'armes diplômé d'État qui coach au club de Poitiers. Je lui ai demandé de venir avec des exemples spécifiques des plus gros challenges sur la dimension mentale dans son sport, pour lui et pour ses athlètes. Mon intention, c'est de vous amener des études de cas précises pour qu'on parle réellement du terrain et que vous repartiez avec des techniques ou des prises de conscience pour améliorer vos perfs et riposter quand c'est difficile. Tout ça, peu importe la discipline, même dans des sports collectifs. On a pris beaucoup de plaisir à échanger parce que quand Ambroise amenait ses problèmes, je contre-attaquais avec des solutions et on faisait le lien avec d'autres sports dans lesquels les mêmes transformations seraient utiles. De l'entraînement à la compétition en passant par les relations au sein du groupe, on aborde précisément ce qui peut faire basculer le match. Alors n'esquivez pas les détails et partez à l'assaut de ces épisodes, rendus possibles par Editor. Salut à tous, dans l'épisode précédent, on a vu l'importance du mental avant que le match démarre, et là on va parler de ce qui se déroule pendant le match. D'ailleurs on va parler de match d'escrime, mais après tout ça s'appliquerait aussi à tous les autres types de matchs. C'est parti. Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un escrimeur de moins de 15 ans qui s'appelle Jérémy. Et Jérémy, dernièrement, il a vécu une situation de merde en compétition dans laquelle il rentre sur son match d'élimination directe, et là sa première pensée c'est « j'ai faim ». Et au moment où il se dit ça, il fait plus qu'à penser au fait qu'il a faim, et du coup, il aborde son match en étant super énervé, et il fait une contre-performance abominable. Il a quel âge ? Moins de 15 ans. 13 ans exactement. 13 ans. Ça fait se rappeler que chez les jeunes, tu peux rencontrer ce type de problème-là. Je me souviens, ma petite sœur, à 13 ans, à 16h, elle demandait souvent « Est-ce qu'on a mangé le repas du midi ?» alors qu'il était passé depuis 4 heures, et ça pouvait l'obséder de pas savoir et tout. Et des fois, nous, en tant qu'adultes, on oublie un petit peu ces questionnements-là. Et là, ce que tu dis, c'est que juste le fait d'avoir faim, ça peut perturber l'athlète pendant son match, alors qu'on pourrait imaginer qu'un adulte arrive à séparer ça. Et encore que, je sais pas, c'est ma perception du truc. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Pendant le match, il a tiré d'une façon complètement anormale pour lui, où il mettait plus de rythme, il accélérait toutes ses actions, et du coup il commettait plein d'erreurs de distance et de tempo, et en fait il se faisait sanctionner quasiment sur chacune de ses actions, et le match qu'il aurait sûrement pu gagner, en fait il le perd 15-3 ou 15-4. Quel apprentissage il fait là-dessus ? En fait il s'en est rendu compte après la compétition, que c'est vraiment ça qui l'avait fait complètement vriller sur le match. Il en a parlé à ses parents, et ses parents l'ont conduit vers un nutritionniste, pour lui apprendre à gérer son alimentation avant et pendant une compétition. Ok. Si j'avais besoin d'un exemple sur lequel, j'allais dire, le mental est ridiculeusement important par rapport à la performance, je crois que tu viens d'en donner un. Mais d'ailleurs, on peut faire le pont aussi avec la nutrition, puisque finalement, dans cet exemple-là, évidemment, ça a un impact psychologique, mais à la base, ça part peut-être du fait qu'il n'avait pas la bonne alimentation pour ne pas avoir faim au moment de la compète, ou qu'il n'était pas bien préparé et équipé avec ses plats, etc. Et c'est marrant de savoir que toi, face à moi, là, t'es maître d'armes, entraîneur d'escrime, et t'aurais pu lui dire tout ce que tu voulais sur comment tenir son épée ou son fleuret, que finalement ça n'aurait pas vraiment eu le plus grand changement par rapport à avoir la bonne alimentation. Et t'as des nouvelles de la suite avec le nutritionniste ? Ouais, carrément. On en a parlé après avec lui en entretien individuel. En fait, il a expliqué à son nutritionniste comment il s'alimentait pendant une compétition. Et en fait, c'était catastrophique pour lui, pour le nutritionniste, parce que c'était à base de sucre rapide, des compotes, des petites barres de céréales mais remplies de sucre. Et du coup, ça lui faisait comme des pics de glycémie qui entraînaient des décompensations hypoglycémiques. Et du coup, cette espèce de montagne russe, là, en termes d'énergie, ça le perturbait complètement. Combien de temps elles durent les compétitions en escrime ? C'est long. Déjà, à son niveau, c'est sur 2 jours. Le samedi, il y a un pré-tournoi pour se qualifier pour le dimanche. Et ce pré-tournoi du samedi, par exemple ? Le pré-tournoi, il dure entre 4 et 5 heures, à peu près. Juste parce que ceux qui nous entendent vont dire « Ah, mais en compétition, ça va bien, les sucres rapides. » Et oui, il y a des moments où c'est utile, et par exemple, les cyclistes en consomment énormément pendant l'activité, etc. Mais du coup, voilà, quand on a une compétition qui dure 5 heures avec des moments de pause, et ça c'est d'ailleurs différent du cyclisme, voici ce que ça peut provoquer. Du coup, voilà, son nutritionniste a revu un petit peu avec lui sa façon de s'alimenter. Il n'a pas refait de grosses compétitions depuis. Si, il en a refait une. Et il n'a pas rencontré le même problème. Donc pour le coup, problème réglé de ce côté-là. Souvent, on m'entend dire ce qui est important, c'est d'entraîner l'humain derrière la machine.
Et quand je dis ça, évidemment, quand je dis l'humain avec un grand H, je veux parler de la partie psychologique. Mais finalement, l'humain, c'est surtout tout ce qu'il y a au-delà de la technique. C'est pour ça que je me sers de ce mot-là. Et dans ton cas, là, ce que je perçois, c'est que finalement, la performance de l'athlète qui a lieu sur une piste, elle était vraiment multifactorielle avec d'autres choses autour. Et que c'est important d'aller étudier ça pour pouvoir renforcer les perfs. Et vous l'avez fait sur un enfant de 13 ans. Non, parce que souvent, je fais de la publicité et sous les pubs, j'ai des haters qui me disent « Nathan, t'es un connard, arrête de vouloir faire de l'argent sur les enfants, vends ta préparation mentale aux adultes si tu veux, mais la prépa mentale, c'est pas pour les enfants, alors arrête de vouloir faire de l'argent dessus. » Ce que j'ai envie de répondre à ce moment-là, c'est déjà, si on peut être bien payé pour faire ce qu'on aime et apporter énormément aux gens, c'est cool, mais surtout, ce que je veux dire, puisqu'en plus le contenu était gratuit, ce que je veux dire à ce moment-là, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'âge pour avoir un mental, et du coup, il n'y a pas d'âge pour bosser dessus. Avant, on pensait que la préparation physique, c'était quelque chose sur lequel bosser après 18 ans, seulement quand on est majeur, sinon ça va limiter la croissance ou j'en sais rien. Et maintenant, tous les sports qui sont un peu structurés ont de la préparation physique, dès minimum le lycée, mais en général beaucoup plus tôt que ça, parce que c'est essentiel en fait pour la performance. Ok, bien joué avec ce jeune de 13 ans. Il y a autre chose dont tu veux parler? Ouais, j'aimerais bien vous parler de Sarah. Alors Sarah, c'est une escrimeuse extrêmement talentueuse, mais qui a dû faire une coupure avec le Covid. Et quand elle est revenue après cette coupure de 2 ans d'interruption, elle s'est rendue compte que son niveau avait pas augmenté, voire avait diminué, alors que d'autres escrimeuses qui avaient pu continuer à s'entraîner, s'étaient développées beaucoup plus. Et du coup, elle est passée d'une situation dans laquelle elle était presque numéro 1 dans sa catégorie, à une situation où elle était presque dernière dans sa catégorie. Et ça a été un énorme coup pour elle. Et aujourd'hui, elle est convaincue qu'elle est nulle et qu'elle n'y arrivera pas. C'est dur pour elle à un tel point que même à l'entraînement, même à la leçon individuelle, dans le petit cocon entre le maître d'armes et elle, quand elle n'arrive pas à faire 100% sur un type d'action, elle baisse les bras instantanément, elle s'énerve, elle est prête à abandonner la leçon individuelle, ou en tout cas à plus faire aucun effort pour essayer de faire mieux. Et c'est assez dramatique ce qui se passe pour elle, parce que du coup en compétition, elle n'a pas les résultats qu'elle espère, et c'est comme si ça nourrit un cercle vicieux comme ça pour elle. Quand elle baisse les bras, qu'est-ce qui lui fait baisser les bras selon toi? D'après ce qu'elle m'a dit, c'est le fait de ne pas faire 100% de réussite sur l'action. Alors elle a conscience que c'est pas bien du tout d'avoir cet état d'esprit et cette attente-là. D'ailleurs, c'est aussi une attente qu'elle a pour les cours au lycée. Évidemment, puisque tu es quelque part comme tu es partout. Exactement. Les Anglais ils disent « How you do one thing is how you do anything ». Comme la façon dont tu fais une chose, c'est la façon dont tu fais tout. Et ça me fait penser à ça. Ouais. Donc c'est une élève qu'on a vraiment des difficultés à accompagner, parce qu'autant elle est consciente de ce qui la bloque et de ce qui l'empêche de progresser, autant elle est incapable de le gérer. Comme si la charge émotionnelle qu'elle est avec était tellement forte que ça prenait complètement le pas sur sa raison. Ok. Est-ce que tu veux que je te dise comment j'accompagnerais ça? Ouais. Bon, évidemment, j'aurais besoin de lui parler d'abord, mais là, ce que tu dis ici, ce à quoi ça me fait penser, c'est qu'en fait, probablement que pour être dans cet état-là maintenant, elle a vécu quelque chose dans le passé qui l'a amené à être comme ça. Parce que de toute façon, les peurs qu'on a, elles sont forcément liées à des choses qu'on a dans le passé, dans le sens où on n'est pas né avec toutes ces peurs-là. L'être humain, je crois qu'il naît avec 2 peurs, celle du bruit et celle du vide, si je me souviens bien. Bref, cherchez si je dis pas de bêtises, mais en tout cas, on ne naît pas avec la peur des serpents, la peur des araignées et la peur des mauvaises notes. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on apprend ensuite. Et donc, si elle, aujourd'hui, elle a cette perception-là de l'échec, c'est quelque chose qu'elle a appris dans sa vie. Soit parce qu'elle a été confrontée à de l'échec, soit parce qu'elle a vu quelqu'un être confronté à de l'échec. Et du coup, ce qu'on pourrait faire à ce moment-là, eh bien, c'est de chercher à remonter vers le souvenir qui a créé cet apprentissage pour aller décoder pas l'apprentissage, pour aller détricoter l'apprentissage, et ensuite la ramener dans le présent avec tous ces changements. Et souvent, la façon dont on peut aller dans le passé détricoter l'apprentissage, ça se fait de la façon suivante. J'ai l'athlète et je vais le faire, par exemple, en hypnose ou en PNL, on appelle cette méthode « retrouver la croyance d'origine ». On va accompagner la personne à se mettre dans l'état émotionnel en question. Donc, par exemple, quand je me sens comme ça parce que j'ai raté. Donc là, je vais pouvoir faire des évocations, je vais l'inviter à fermer les yeux, qu'elle visualise pour pouvoir toucher à cet état interne-là. Et en fait, l'état interne, c'est comme un fil d'Ariane dans la mémoire. C'est-à-dire que je peux me connecter à cet état interne et ensuite remonter le fil de toutes les situations que j'ai vécues dans ma vie où il y avait cet état-là. Et donc là, on va essayer de remonter à l'origine.
Quand je dis essayer, ce qui est surprenant, c'est que des fois, quand on remonte avec les personnes, ils disent « Oh, j'avais pas pensé à ce souvenir depuis 10 ans. » Je vais même accompagner des fois. « J'ai pas pensé à ce souvenir depuis 40 ans. » Mais c'est assez fou l'effet de la mémoire, puisqu'en fait, dans l'inconscient, tout est là, il suffit de retrouver l'émotion pour remonter. Quand je dis « il suffit », ça veut dire que c'est simple, mais pas que c'est facile. Il faut des bonnes méthodes d'accompagnement pour pouvoir faire ça. Et donc, tu remontes avec la personne au moment où elle a fait cet apprentissage. Et souvent, quand elle fait cet apprentissage, elle est par exemple une petite fille, tu vois, de 8 ans, pour qui c'est très grave. Je sais pas, admettons, son père lui a dit Quoi ? T'as raté cet examen de mathématiques où il fallait compter par 2 jusqu'à 70 ? T'es vraiment mauvaise. » Et là, elle a appris que rater, c'était très très mal, par exemple. Et sauf que si on demande à la jeune elle a quel âge aujourd'hui ? Aujourd'hui, elle a 15 ans. Ok. Si on demande à celle de 15 ans de revenir dans le passé et de regarder cette situation-là, elle va pouvoir dire « Ah ouais, mais en fait, maintenant, je me rends compte que grâce au fait que je savais pas compter 2 par 2 à l'époque, ça a permis à ce que, d'un coup, mon père s'occupe réellement de moi en me montrant comment on faisait les mathématiques. Ou ça a permis à l'époque que je démarre le soutien scolaire et ensuite, ça m'a apporté plein de choses en français. Ou ça a permis à l'époque que j'ai une prise de conscience sur à quel point les maths, c'est important, parce que ça avait l'air de toucher beaucoup mon père que je sache pas compter. » Et grâce à ces ressources j'allais dire, d'adolescentes, de femmes, de personnes de 15 ans, qu'elle va apporter dans sa tête à cette jeune-là qu'on avait besoin à l'époque, grâce à cette nouvelle façon de voir les choses, on va pouvoir libérer la charge émotionnelle sur le souvenir de l'époque, et ensuite ramener ça dans le présent. Et d'un coup, la personne, elle est libérée de sa charge qu'elle porte sur le dos depuis longtemps. J'ai fait ça par exemple avec un rider qui fait des Coupes du Monde il y a peu de temps. Quand il était plus jeune, sa maman lui disait Ah, tu vois, par rapport à Julien qui fait du trampoline, pour toi, c'est pas fluide. Hein. Pour lui, on sent que c'est facile, mais pour toi, c'est pas fluide. » Et du coup, lui, à cet âge-là, qu'est-ce qu'il a appris ? Qu'il avait moins de talent qu'un autre. Et donc, ça a créé une croyance fondamentale chez lui qui est « il faut que je bosse dur et je vais prouver que j'en suis capable ». Et donc, toute sa vie, s'est baladé avec sa croyance « faut que je bosse dur, je vais prouver que j'en suis capable ». Et ça l'a aidé de ouf. Parce que quand tu as une croyance aussi utile que « vas-y, travaille dur » et comme ça, tu vas prouver que tu es au moins aussi bon que les autres, ça t'aide à travailler dur à plein d'endroits. Sauf que pour un athlète de haut niveau, ce qui compte, c'est pas juste de savoir travailler dur. C'est aussi de savoir récupérer, et c'est aussi de croire que tu peux accomplir des trucs sans travailler extrêmement dur. Puisque sinon, dès que tu as été blessé, ou dès que tu as raté un stage d'entraînement, ou dès que, je sais pas, dans le cas du snowboard par exemple, tu as moins de lieux d'entraînement que les Américains, tu as moins de kickers qui sont bien préparés, etc., de tremplin, pardon, en français, alors tu peux être dans cette situation où tu dis, bon, là, j'ai aucune chance d'y arriver, parce que les autres s'entraînent plus dur que moi. Et donc, il a eu besoin, quand on a bossé ensemble, de lâcher cet apprentissage qu'il avait fait plus jeune pour pouvoir en mettre un autre à la place. Sauf que, et c'est là où il faut faire attention, cet apprentissage-là, l'athlète, quand je dis le lâcher, ce qu'on va avoir besoin de lui dire, c'est « tu sais, cet apprentissage que tu as fait à l'époque, tu peux le garder. » C'est un petit peu comme si c'était un outil, un tournevis, tu l'as dans ta sacoche. Maintenant, ce que je te propose, c'est d'ajouter un outil dans ta sacoche. À aucun moment de le laisser par terre et de plus jamais t'en servir. Parce que tu sais faire, et c'est super utile, cette croyance. Et c'est ça qui va faire que le cerveau perçoit pas autant d'inconvénients à laisser tomber ce truc, parce que sinon, s'il n'y avait pas des inconvénients à le laisser tomber, le cerveau l'aurait déjà laissé tomber il y a longtemps. On est assez fort pour se libérer de ce dont on n'a plus besoin. Mais la réalité, c'est que probablement que cette jeune dont tu me parles, penser comme ça l'aide dans certains domaines de sa vie. Peut-être à faire plus d'efforts, peut-être à travailler plus sur ses devoirs à l'école que les autres, peut-être à être plus attentive. En fait, souvent, c'est une question que je vais poser aux athlètes. Quand ils viennent avec un problème et qu'ils me disent « Ah Nathan, j'ai ce truc-là, j'aimerais l'enlever », moi, ma première question, c'est « et si tu l'enlèves, ce sera quoi les inconvénients ?» Et en fait, quand ils se rendent compte que ce truc dont ils ne veulent plus, ça les sert, déjà, ça fait qu'au moment où ils veulent le faire évoluer, ils le font plus depuis une énergie de « ça me saoule ce truc en moi, j'en veux plus », tu vois, une énergie comme ça de rejet. Ils le font d'une énergie de « je suis content d'avoir pu remarquer que ce truc-là, ça me sert, mais aussi ça me limite. » Et j'ai envie d'évoluer, et il y a quelque chose de beaucoup plus complet qui se passe. Bref, voilà comment je m'y prendrais avec cette jeune-là. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Je suis complètement d'accord avec toi, parce que je pense que si le problème avait été réglable par la technique, par la conscience et la discussion comme ça, simple, tu vois, sur un coin de piste, ça se serait fait depuis longtemps. C'est une athlète avec qui j'ai vraiment envie d'avoir des entretiens individuels, mais en même temps, elle a pas beaucoup de créneaux dispo, et j'ai l'impression qu'elle met pas non plus beaucoup d'énergie dans le fait d'essayer de se rendre disponible pour ces entretiens. C'est pas forcément facile, mais carrément, je pense qu'il y a un super truc à faire là. Ok. J'ai peut-être un tip si tu sens qu'elle met pas vraiment l'énergie pour que ces entretiens aient lieu. Bon, évidemment, les jeunes sont occupés, donc il faut qu'on s'adapte à eux, etc. C'est à cet endroit-là où je trouve que la vente va être très intéressante. Ce que je veux dire par vente,
C'est que là, tu dois lui vendre l'idée que ça va l'aider, que vous bossiez ensemble là-dessus. Et elle va pas le payer avec son argent, ton service, elle va le payer avec son temps, avec son énergie. Et c'est pour ça que depuis que je me suis formé à la vente pour faire grandir mon entreprise, à l'époque, je croyais que je perdais mon temps parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était que le coaching. Et du coup, j'ai dû me former à la vente parce que sinon, je pouvais pas vivre de mon activité. Et au début, les premiers mois, j'avais l'impression de perdre mon temps. Et après, j'ai vite compris qu'en fait, la vente, c'était de la psychologie et qu'aux athlètes, il faut leur vendre des trucs qui vont pas payer avec leurs sous, mais qui vont payer avec leur temps, leur énergie. Un petit peu comme quand j'étais préparateur physique, je me suis rendu compte que mon rôle, c'était de leur vendre l'efficacité de la séance, de leur vendre pourquoi ils allaient soulever si lourd au squat alors que ça brûle, ça fait mal, de leur vendre pourquoi ils allaient s'entraîner sur des courbatures alors que c'est terrible, pour qu'ensuite ils soient motivés à faire les choses. Et en fait, une façon dont tu pourrais le faire avec cette fille-là, c'est de verrouiller le fait que c'est réellement un problème. Par exemple, lui dire, tiens, après que vous ayez fait une leçon dans laquelle elle a rencontré, comme d'habitude, la frustration, l'échec, etc., c'est lui proposer d'aller s'asseoir un moment et de discuter, tiens, qu'est-ce que tu penses de la leçon qui vient de se dérouler? Ah, ça m'énerve, j'ai raté, etc. Ok. Et là, tu vas poser les questions fermées. C'est-à-dire, est-ce que tu peux remarquer de quelle manière, quand tu souffres d'échouer comme ça limite la suite de la leçon? Est-ce que tu peux voir que quand tu te mets en colère parce que tu n'y arrives pas, ça t'empêche de X, Y, Z. Et quand elle aura dit oui, parce qu'à cet endroit-là, et précisément à celui-ci, tu poses des bonnes questions fermées, quand elle aura verrouillé le fait que c'est un problème, là, tu peux renverser la question et dire, ok, est-ce que tu es d'accord pour dire que c'est une priorité de faire évoluer tel paramètre? Une priorité de faire évoluer ta peur de l'échec, par exemple. Là, elle va dire oui. Et d'un coup, c'est elle qui va être demandeuse de, tiens, comment on le fait? Surtout, c'est important, puisque tout à l'heure, on disait qu'il y a des inconvénients à enlever des mécanismes qu'on a, même s'ils sont douloureux. Et en fait, moi, j'aime bien avoir ces étapes de verrouillage avec les gens, où on va aller constater qu'en effet, il y a un problème. On va leur demander est-ce qu'ils ont envie de le faire évoluer. Et après ça, du coup, c'est eux qui vont nous demander comment. Et le comment va se mettre plus facilement en place. Par exemple, l'organisation d'un créneau. Cool, merci. Oui, c'est de la manipulation, c'est mal. Et en même temps, quand j'étais à la fac, j'avais un prof, je me souviens, il s'appelait Charlade, qui avait crié cette phrase devant tout l'amphithéâtre. Il a dit « Entraîner, c'est manipuler. Si vous n'êtes pas d'accord, arrêtez vos études. » De coach en stats, tu vois. Et du coup, moi, je me demande, tiens, comment on peut manipuler les gens dans leur intérêt? Ok, excellent. Merci Ambroise d'avoir présenté ces cas. J'ai l'impression qu'en plus, ça m'a permis de donner 2-3 tips à toi et à ceux qui nous écoutent sur comment ils peuvent faire ces choses-là. D'ailleurs, si vous nous écoutez et que vous dites, tiens, là, j'ai bien compris la méthode, mais je ne saurais pas la mettre en œuvre, c'est top. Ça veut dire que vous voyez ce sur quoi vous pouvez progresser et que maintenant, il vous manque à apprendre comment faire ce truc-là. Et bien, justement, moi, apprendre comment faire ce truc-là, c'est mon métier de former des gens à apprendre à faire ça. Et je serais ravi qu'on en parle ensemble si vous voulez. Donc, il y a probablement un lien quelque part pour réserver un rendez-vous si vous voulez qu'on en parle ensemble. Et puis, nous, on se retrouve très vite, Ambroise, dans le prochain épisode. Yes, à bientôt. Salut. On dit souvent que le mental, c'est 70% de la performance à haut niveau. Pourtant, rares sont ceux qui l'entraînent au moins de 10% du temps. En écoutant jusqu'ici, t'as donné à la dimension mentale un peu plus de la place qu'elle mérite chaque semaine. Bien joué. Ma mission audacieuse, c'est d'aider le monde du sport à se transformer en profondeur et je veux faire en sorte que plus aucun coach ne passe à côté de la psychologie de ses athlètes. C'est pour accomplir ça que je crée une tonne de vidéos sur YouTube et des épisodes comme celui que tu viens d'écouter. Alors, je vais pas te demander d'inscrire de force tes amis au podcast et en même temps, si tu peux en parler à quelqu'un qui va l'adorer, quelqu'un à qui ça serait utile, ta recommandation, elle signifie beaucoup pour moi. Si chaque auditeur en parle juste à 2 autres, l'année prochaine, on sera des milliers de fois plus nombreux avec l'obsession progression. Salut!